Bonjour, cinquième partie consacrée à l'arithmétique modulaire. Nous allons aujourd'hui parler de quelques fonctions arithmétiques qui apparaissent de façon naturelle. Alors, il s'agit surtout de la fonction nombre de diviseur de, nombre diviseur d'un entier, et de la fonction totient de l'aire. Alors la fonction totient de l'aire va nous ramener plus tard à la théorie des groupes, c'est une fonction extrêmement importante, mais avant elle, nous allons voir donc le nombre de diviseurs. Alors, première chose, donc nous allons parler du PGCD et du PPCM, et on peut se demander comment on les calcule autrement. On sait que ces fonctions existent, maintenant comment on les calcule si on a la factorisation en produit de nombres premiers. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une valuation, la valuation p-adique. La valuation p-adique, ce n'est rien d'autre que la plus grande puissance d'un nombre premier p qui divise un entier n. Donc on prend un premier p, un entier n, et vp, la valuation p-adique, a la propriété que p puissance vp divise n, et que p puissance vp plus 1 ne divise pas n. Alors, les propriétés de ces évaluations p-adiques sont assez simples et assez évidentes. En fait, le PGCD, l'évaluation de p-adique du PGCD de A et de B, c'est le minimum de l'évaluation p-adique de A et de B. Pour le PPCM, par contre, c'est le maximum. Quand on a un produit, la valuation d'un produit, c'est la somme d'évaluations. Quand on a une somme, alors à ce moment-là, on peut mettre en évidence le PGCD, donc ça prouve que la valuation p-adique d'une somme est plus grande ou égale à la valuation p-adique du PGCD, donc le minimum des deux valuations, mais il peut y avoir des puissances supplémentaires qui apparaissent ou d'autres premiers qui apparaissent. La valuation p-adique de 0 doit être infinie. Pourquoi ? C'est assez simple en fait, 0 est divisible par n'importe quoi, donc n'importe quelle puissance de P. Donc c'est une convention, si on veut, une notation pour dire que Vp devrait être infini. Et la valuation p-adique de 1, par contre, c'est 0 parce qu'aucun premier ne divise 1. Alors par exemple, ici voilà donc comment on écrirait la chose, dans le PGCD de ces deux nombres ici, ces deux grands nombres sous forme factorisée, on prend le minimum des puissances. Et pour le PPCM, on prend le maximum des puissances. Alors, c'est plus facile à lire sur ce tableau-là. Donc, j'ai les deux nombres, A et B, ici, ces nombres-là, qui ont l'évaluation p-adique suivante. Là, on a les nombres premiers dans l'ordre croissant. Alors, la liste est infinie, bien sûr, mais au bout d'un moment, ça devient 0. Donc la valuation p-adique de A, c'est 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, etc. Valuation p-adique de B, 2, 5, 1, 0, 0, 1, et puis ensuite 0, 0, etc. Alors le PGCD s'obtient en prenant le minimum des deux valuations au-dessus. Donc 2 ici pour 2, pour la valuation de adique, 2 pour la valuation 3 adique, et 1 pour la valuation 5 adique, et tous les autres nuls. Le PPCM, l'évaluation p-adique du PPCM, on prend le maximum cette fois, donc ici ça donnera 3, là entre 2 et 5 ça donne 5, 2 et 1, 2, 1, 0 ça donne 1, et pour 13, 0, 1 ça donne 1. Pour le produit, on fait simplement la somme d'évaluation, donc 3 plus 2, 5, 2 plus 5, 7, 2 et 1, 3, 1 et 0, 1, 0 et 1, 1, etc. Et puis la valuation p-adique d'une somme, on retrouve le PGCD, mais il peut y avoir d'autres termes qui apparaissent, et en l'occurrence, il y a 421 qui est un nombre premier qui apparaît. Donc la valuation p-adique de la somme est plus grande ou égale à la valuation p-adique du PGCD. Et même on aurait pu avoir ces puissances-là, les puissances 2, 3 et 5 qui augmentent, ça dépend de chaque nombre, ça dépend de chaque cas, mais il pourrait y avoir un même premier qui apparaît. Continuons. Alors pour la suite, il va falloir donc juste utiliser quelques notations qui vont revenir souvent. L'ensemble des nombres premiers, on note P double barre, comme ceci. Alors ce n'est pas un corps, contrairement à ce que pourrait laisser croire ces notations, c'est juste l'ensemble des nombres premiers. Il est très couramment noté comme ceci. Ça dépend des auteurs, mais on rencontre très souvent cette notation-là. Pour une somme, si on a
k objets différents qu'on numérote 1, 2, 3, etc. jusqu'à k. Donc l'objet A1, A2, A3, etc. jusqu'à AK. La somme de ces objets, c'est noté par le symbole sigma, somme. Et ça, c'est rien d'autre que A1 plus A2 plus A3 plus A4, etc. jusqu'à AK. Donc c'est une notation pour la somme. Pour le produit, donc A1 fois A2 fois A3 fois AK, etc., on utilise pi, grand pi, qui veut dire produit. Donc ça, c'est rien d'autre que A1 fois A2 fois A3, etc. jusqu'à AK. Alors pourquoi sigma? Parce que S pour somme. Pourquoi produit? Parce que pi. Pourquoi pi? Parce que P pour produit. Une somme vide est nulle. Donc si on utilise cette convention-là, puis qu'il se trouve qu'on est en train de sommer quelque chose de vide, donc on n'ajoute rien du tout, c'est comme si on ajoutait 0. Ne rien faire, question somme, c'est ajouter 0. Donc une somme vide est nulle. Et un produit vide, quand on multiplie des choses vides entre elles, quand on multiplie le vide, en fait on obtient 1, parce que c'est comme si on ne multipliait pas. Et multiplier en ne faisant rien, ou ne pas multiplier, c'est comme multiplier par 1. Alors, le théorème que l'on va voir, premier petit théorème, c'est celui qui donne le nombre de diviseurs. Donc d de n, c'est la fonction qui donne le nombre de diviseurs de l'entier n. Et c'est simplement le produit sur tous les nombres premiers de la valuation p-adique de n plus 1. Alors par exemple, pourquoi ça? C'est assez facile à comprendre en fait. Regardons 108 ici. 108 c'est 2 au carré fois 3 au cube. Tout diviseur de 108 sera une puissance de 2 fois une puissance de 3. Mais c'est des puissances de 2 et de 3. Les puissances tolérées pour 2 seront 0, 1 ou 2. Et pour 3, ce seront 0, 1, 2 ou 3. Donc en tout, ça nous fait 3 fois 4 possibilités. 12 possibilités qu'on a listées là en dessous. À chaque ligne correspond une puissance de 2, à chaque colonne une puissance de 3. Et on s'aperçoit qu'on a bien nos 12 diviseurs possibles de 108. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder plus avant. Alors, la preuve c'est simplement une variation sur cet exemple. Pour diviser un nombre, pour que D divise n, il faut que la valuation p-adique de D soit plus petite ou égale à la valuation p-adique de n, puis elle doit forcément être positive ou nulle. Et entre 0 et Vp de n, il y a Vp de n plus 1 nombre. Donc il y a Vp de n plus 1 choix de la valuation p-adique du diviseur. Ce qui nous donne donc au final, pour chaque puissance Vp de n plus 1, possibilité, et puis c'est pour obtenir le nombre total de possibilités, on les multiplie entre elles. Par exemple, le nombre 35 milliards 1 140 625, il a cette décomposition-là, de 3 au carré, 5 puissance 6, 11 puissance 4, 17, et en fait, le nombre de diviseurs, c'est 2 plus 1, fois 6 plus 1, fois 4 plus 1, fois 1 plus 1, ce qui nous fait au total 210 diviseurs. Un nombre beaucoup plus petit que lui, comme 9 699 690, qui a cette décomposition-là, lui admet 256 diviseurs. 2 fois 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 2, 2 puissance 8. Puisque pour chacun des premiers qui est là, il y a deux possibilités pour être dans la factorisation du diviseur. Soit il y est, soit il n'y est pas. Alors un corollaire de ceci, c'est que la fonction d, qui donc compte le nombre de diviseurs, est une fonction multiplicative. C'est-à-dire que, c'est la définition de fonction arithmétique que vous pouvez revoir là, une fonction multiplicative, c'est une fonction qui, quand on a deux nombres qui sont premiers entre eux, la fonction évaluée sur le produit, c'est le produit des évaluations. Donc f de a fois b, c'est f de a fois f de b. Et ça n'arrive pas toujours, que rarement, il y a quelques fonctions qui ont ces propriétés-là, et c'est très intéressant de le savoir, parce que ça permet, par exemple, de ne connaître une fonction que sur les nombres premiers, que sur les puissances de nombres premiers, et du coup de la connaître sur tous les entiers. Alors, ces fonctions arithmétiques, qui sont des fonctions qui à des entiers font correspondre des réels ou des complexes ou n'importe
même n'importe quel élément d'un groupe, mais généralement on est à valeur réelle ou complexe. Ce sont des fonctions qui sont très intéressantes parce qu'elles ont ce qu'on appelle une convolution. Non, elles forment un anneau en fait. Elles forment un anneau pour l'addition et pour cette opération qu'on appelle la convolution. Alors la convolution de deux fonctions arithmétiques, f étoile g de n, f convolue avec g de n, c'est la somme sur tous les diviseurs de n de f de d fois g de n sur d. On peut l'écrire autrement, hein, somme sur tous les d fois e qui sont égaux à n de f de d fois g de e. Et cette convolution donc a des très bonnes propriétés arithmétiques, a des très bonnes propriétés qui apparaissent et qui sont vraiment importantes en théorie des nombres. Alors, quelques autres exemples, on vient de voir d comme fonction arithmétique. Alors il y a trois exemples de base en fait qui sont importants. Déjà la fonction qui est constante égale à 1. Alors on la note 1 en gras. Alors il faut faire attention, ce n'est absolument pas l'élément neutre de la convolution. C'est juste la fonction constante égale à 1 et ça n'est pas l'élément neutre. Quand on convole 1 avec une autre fonction, on ne va pas retrouver la même chose. Par contre, l'élément neutre, ce sera en fait cette fonction delta qui est ici. La fonction delta, delta de n, est définie comme étant 1 si n vaut 1 et 0 sinon. Donc en gros, cette fonction, elle ne vaut qu'une seule fois quelque chose de non nul, c'est en 1 où elle vaut 1. Et une troisième fonction arithmétique qui est extrêmement importante dans la théorie, c'est la fonction de Möbius, mu. Alors cette fonction de Möbius, en 1 elle vaut 1, et en fait, si le nombre n, hein, ici mu de n, si n admet un facteur carré, par exemple 2 au cube, 2 au cube ça admet un facteur carré, hein, 4 divise 8, ou si, donc ce sera le cas aussi de 12, ou de 27, ou de 9, donc dès que ça admet un facteur carré, on dit que c'est 0. Donc les seules fois où la fonction mu est non nulle, c'est dans le cas où c'est 1, et dans le cas où il n'y a pas de facteur carré. Donc s'il n'y a pas de facteur carré, en fait, ça veut dire que dans la factorisation de n, il n'y a aucune puissance. Enfin, c'est toujours la puissance 1. Donc chaque premier apparaît au plus une fois. Et à ce moment-là, on compte combien il y a de premiers. Si on a un nombre pair, mu de n vaut 1, et si on a un nombre impair, mu de n vaut moins 1. Alors ces trois fonctions ont la propriété d'être multiplicatives, ça c'est une vérification très facile. Hein. Quand les nombres sont premiers entre eux, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça va être extrêmement important pour la suite. Mais continuons. Donc les propriétés de la convolution, donc j'ai dit que ça formait un anneau avec l'addition, donc c'est vrai, hein, pour l'addition tout se comporte bien, on sait que l'addition de fonctions va fonctionner. La convolution est commutative, ça c'est très facile. La commutativité, c'est parce que si on parcourt tous les diviseurs de n, ici on aura d et n sur d, mais si on remplace d par n sur d, ici on aura n sur d, et là de nouveau d. Donc en fait il y a une symétrie à l'intérieur de tous les diviseurs, des couples de diviseurs, des couples de nombres dont le produit vaut n. On peut échanger leur rôle et on obtiendra le même ensemble. La convolution se distribue par rapport à l'addition, ça c'est extrêmement facile, hein, c'est en fait la multiplication, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition qui entraîne ça. Donc il n'y a quasiment rien à faire, on écrit les choses et c'est immédiat. Par contre, troisième propriété, beaucoup plus difficile à démontrer, c'est l'associativité. Donc on peut déplacer les parenthèses comme on veut. Alors pour l'associativité, hein, vous voyez déjà la preuve est un peu plus longue, mais pas encore très difficile, il faut juste écrire les choses. Il faut oser écrire les choses et tout fonctionne. Donc on a cette convolution ici, on va donc G étoile H, ça va être ceci, et la convolée de F avec G et H, avec la convolée de GH, ça va être tout ça. Donc ici on a la somme sur tous les diviseurs de n, de F de D fois G étoile H de n sur D, donc il faut ici que E divise n sur D, et on obtient ici G de E fois H de n sur D sur E, donc c'est n sur DE. Maintenant, ici c'est un peu embêtant d'avoir un DE ici, donc on va
procéder à un changement de variable, on va poser k égale DE. Donc ici, on obtiendra ici un k. Et puis, quelle est la propriété? Si D divise n et E divise n sur D, alors k, qui est DE, va diviser n tout simplement. Donc c'est une somme, finalement, sur tous les diviseurs k de n, d'une somme sur tous les couples de nombres dont le produit vaut k, de f de d, g de e et h de n sur k. Maintenant, le e, on va pouvoir le réécrire comme k sur d, histoire de revenir à une division. Donc, somme sur tous les k qui divisent n, somme sur tous les d qui divisent k, de f de d, g de k sur d, h de n sur k. Donc on s'est débarrassé d'une variable, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, si on regarde cette écriture-là, juste la somme de f sur d fois g de k sur d, donc juste f et g, c'est une convolution. Si on regarde la définition, c'est la convolution de f et g évaluée en k. Donc c'est f étoile g de k. Et ça, c'est à nouveau une convolution, c'est la convolution de f étoile g et de h. D'où l'associativité. Enfin, c'est un peu long, mais on y arrive. Pour l'élément neutre, alors ça c'est extrêmement facile, on n'a qu'à remplacer. Si on regarde ici, si on prend g par exemple égale delta, alors f étoile delta de n, ça nous fait somme sur tous les d qui divisent n de f de d fois g de n sur d, et si n est différent de d, ça fait 0. Et par contre, si n égale d, ça fait 1 pour delta. Donc le seul cas où ceci est non nul, c'est quand d est égal à n, donc c'est quand on obtient ici f de n. Donc la fonction delta est l'élément neutre. Alors, un peu plus maintenant, une propriété extrêmement intéressante, c'est que mu, donc cette fonction de Möbius, et 1, donc la fonction constante, qui n'est pas l'élément neutre, sont en fait inverses l'une de l'autre. Mu étoile 1, mu convolé avec 1, ça donne delta. Alors la démonstration est assez facile en fait, à part un détail. Donc regardons un petit peu. La somme, si on prend tous les premiers qui apparaissent dans l'écriture du nombre n, on va appeler ça P, grand P. Alors mu étoile 1 de n, c'est la somme sur tous les diviseurs de n de mu de d fois 1, donc juste mu de d. Mu de d, on connaît ses propriétés, la fonction de Möbius, elle est nulle sur les termes qui ont un facteur carré. Donc on peut se restreindre à la somme sans facteur carré. Et maintenant, cette chose-là, donc on va regarder tous les diviseurs sans facteur carré qui apparaissent là, c'est tous ceux qui ont une puissance 1 pour les premiers ou 0. Donc en fait, ce sont juste D est entièrement décrit, un D sans facteur carré est entièrement décrit par un sous-ensemble de P. Donc on va prendre la somme sur tous les sous-ensembles de P, donc Q contenu dans P, de mu de D. Et D, c'est donc le produit des éléments de Q. Mais maintenant, la fonction mu est multiplicative, les Q sont premiers entre eux, ce sont des nombres premiers, donc on peut sortir le produit, et on obtient ici quelque chose qui est assez facile, c'est tous les produits possibles de mu Q, où Q parcourt n'importe quel sous-ensemble de P. Alors, on peut se convaincre, disons que ça prend, je pense que ça doit prendre 5 à 10 minutes, si on réfléchit un instant. Si on prend des exemples, et en prenant des exemples, ça devient évident. Cette chose-là, c'est la même chose que ceci. En fait, la somme sur tous les sous-ensembles de P, du produit sur tous les éléments de ce sous-ensemble, ça revient à dire un autre sous-ensemble, par exemple, si un premier est dedans, Q, si petit q est dans grand Q, à ce moment-là, on prend mu de Q, et s'il n'est pas dedans, on prend 1, c'est faire fois 1, il n'est pas dedans, on ne change rien. Et donc, on arrive à écrire cet objet-là comme un produit pur de 1 plus mu P. Alors, ça prend un petit peu de temps, disons, de s'en convaincre, mais c'est pas très difficile. On utilise cette même chose-là, on l'utilise par exemple pour la formule du binôme de Newton. Dans la formule du binôme de Newton, c'est exactement ce raisonnement-là qui est fait. Alors, étudions par exemple 2 plus 3 fois 5 plus 7 fois 11 plus 13, et qu'on essaye d'écrire explicitement quels sont
comment se développe cette chose-là, on s'aperçoit, sans faire les produits, on veut pas connaître les nombres, on veut voir comment ils se multiplient entre eux, on s'aperçoit que c'est exactement la bonne formule. C'est une propriété combinatoire, plus qu'autre chose. Alors maintenant, soit vous l'admettez, soit vous travaillez un petit peu pour essayer de comprendre d'où ça sort. Alors maintenant, cette expression-là, en fait, si n vaut 0, si n vaut 1, si n vaut 1, pas si n vaut 0, si n vaut 1, faute de frappe ici. Donc si n vaut 1, grand P est vide, et donc le produit vaut 1. Et par contre, si n est différent de 1, à ce moment-là, le produit est non vide, et tous ces termes-là, en fait, ils sont nuls. 1 plus mu de P, c'est 1 plus moins 1, ça fait 0. Donc c'est un produit d'objets qui sont tous nuls. D'où, finalement, on a trouvé la fonction qui vaut 1 en 1, ne regardez pas ce 0, il est faux, 1 en 1 et 0 partout ailleurs. Et on obtient comme ceci un théorème qui est assez intéressant, qui est la formule d'inversion de Möbius. Si on dispose d'une fonction f, qui est définie sur les entiers, et qu'on considère la fonction g, qui est la somme sur tous les diviseurs de n de f de d, g de n c'est la somme sur tous les diviseurs de n de f de d, alors f on peut le retrouver à partir de g, simplement en appliquant la convolée avec mu. Par exemple, donc ça c'est extrêmement facile, parce que g ici c'est la convolée avec 1, c'est 2f, c'est f convolé avec 1, et puis comme 1 est l'inverse de mu, en convolant g avec mu, on obtient f. Alors, par exemple, d, si on regarde le nombre de diviseurs d'un entier, c'est la somme sur tous les diviseurs de 1. C'est-à-dire c'est la convolée avec 1, en fait. Donc ça convolée de 1 et de 1 si on veut. Donc d c'est 1 étoile 1. Et finalement, en inversant, on obtient que la somme sur tous les diviseurs de n, de d de k fois mu de n sur k, c'est 1. Voilà donc un petit exemple d'application de cette formule d'inversion de Möbius, qui est beaucoup plus profonde que ça. Mu, en fait, peut être généralisé à plein d'autres cas. Par exemple, pour les réunions d'ensemble, mu peut être généralisé. La formule d'inversion, c'est par exemple quelle est la cardinalité d'une réunion d'ensemble. On connaît la formule du crible. La formule du crible peut sortir de ce genre de considération. Donc ça, c'est uniquement, disons, pour la loi multiplicative, mais on peut généraliser ce raisonnement partout. Alors maintenant, une autre fonction arithmétique qui est en fait beaucoup plus importante pour la théorie des groupes, c'est la fonction totient, qui compte le nombre d'inversibles modulo n. Alors on a notre phi de n, fonction totient de l'air, et donc c'est juste la cardinalité. Les barres ici ne sont pas des valeurs absolues, mais disent simplement nombre d'éléments de ce qu'il y a à l'intérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est z sur nz étoile, donc les inversibles de z sur nz. Alors, le phi de n, en fait, c'est simplement, on sait déjà, ça c'est immédiat, on sait déjà que le résultat est vrai, c'est simplement le nombre d'éléments qui sont entre 0 et n, mais strictement plus petit que n, qui vont être premiers avec n. Puisque pour être inversible, il faut être premier avec n, et toute classe a un représentant entre 0 et n. Alors par exemple, 15, phi de 15, c'est 8 parce que dans la liste des entiers de 0 à 14, il faut supprimer tous les multiples de 3 et de 5, puisque 3 et 5 divisent 15. Donc on supprime tous les multiples de ça, et il nous reste juste les nombres en noir qui sont 8 en tout. Alors, pour cette fonction de torsion de l'air, on va montrer qu'en fait, je vous le dis tout de suite, on va montrer qu'elle est multiplicative. Et pourquoi est-elle multiplicative? À cause de ce lemme qu'on appelle le lemme chinois, qui est extrêmement important. Disons, c'est le lemme qui nous permet par exemple de prévoir quand est-ce que deux engrenages vont être dans une telle position. Deux engrenages qui ont un nombre de pignons premiers entre eux, on peut mettre les pignons du coup dans n'importe quelle position, et pour savoir comment est-ce qu'on fait ça, eh bien on utilise le lemme chinois. Alors le lemme chinois dit on prend deux entiers premiers entre eux, et deux entiers A et B quelconques, eh bien il y a un entier C
qui est congru à A modulo M et à B modulo N. Alors, la preuve, c'est juste l'identité de Bézout et rien d'autre. Par l'identité de Bézout, il existe de nombres U et V, tels que UM plus VN, c'est 1, qui est leur PGCD. Et donc, en prenant cette égalité modulo N, on obtient que UM, c'est congru à 1 modulo N, donc il est inversible, et que VN modulo M, on obtient Vn égale 1, donc N est inversible. Et maintenant, le nombre C égale UMB plus VNA, ce nombre-là qu'on construit, c'est un nombre qui satisfait ce qu'on voulait, notre propriété. Alors C, bien sûr, regardons ce qui vaut modulo M. Modulo M, alors le UMB ici disparaît, il reste juste VNA, mais VN, c'est 1. Donc c'est 1 fois A, donc A. Donc C est congru à A modulo M. Et même chose, modulo N, ça disparaît aussi. Je vous laisse regarder, relire en cas de question, de problème. Maintenant, combien y a-t-il de solutions? Est-ce que c'est unique? Bien sûr que non, mais si on a une autre solution, en fait, ça doit être un multiple du PCM de M et de N. La différence doit être un multiple du PPCM de M et de N, et puisqu'ici M et N sont premiers entre eux, c'est juste de M fois N. Du coup, on obtient ce corollaire-là, c'est que si on regarde les classes modulo Mn, eh ben, on peut prendre les éléments de cette classe et regarder modulo M et modulo N. C'est-à-dire, si on a la classe modulo 6, un élément dans la classe modulo 6, je peux lui associer sa classe modulo 3 et sa classe modulo 2. Et en fait, ça, c'est une application qui est très bien définie. Mais en fait, si je connais la classe modulo 3 et la classe modulo 2, à ce moment-là, on peut reconstruire la classe modulo 6. C'est ce que nous dit le lemme chinois. Donc, cette application-là est une bijection. Et en fait, l'inversibilité fonctionne très bien, hein, puisque si une classe modulo Mn est inversible, alors x est premier avec M et N, donc pas de souci. Et réciproquement, si x est premier avec M et x premier avec N, alors il est premier avec M fois N. Donc, ça marche aussi pour les inversibles. On obtient une bijection, une correspondance 1-1. Mais phi de m, c'est le nombre d'éléments qui est à gauche ici. Ça c'est phi de m fois n, le nombre d'éléments à gauche. Et ici, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble, c'est phi de m fois phi de n. Donc, on obtient que phi est non seulement une bijection, que phi, pardon, est multiplicative. Alors, quand on a une fonction multiplicative, il suffit de savoir ce qu'elle vaut sur les puissances de premier pour la connaître totalement. Donc, phi de p puissance k, ben, on n'a qu'à supprimer dans p puissance k, dans les entiers entre 0 et p puissance k, supprimer ceux qui sont des multiples de p. Et des multiples de p entre 0 et p puissance k, mais il y en a p puissance k moins 1. Un corollaire de ça, hein, si on peut réécrire ça différemment, si on met le p puissance k en évidence, on obtient p puissance k fois 1 moins 1 sur p, et si on fait le produit sur tous les diviseurs premiers de n, on obtient, sauf que phi de n, c'est n fois le produit sur tous les premiers, qui divise n de 1 moins 1 sur p. Donc maintenant, on sait calculer sans problème les fonctions totient de l'air, on sait exactement combien il y a d'éléments dans l'ensemble des inversibles de z sur nz. Par exemple, pour 1125, qui est 3 au carré fois 5 au cube, un phi de 1125, ça va être phi de 3 au carré fois phi de 5 au cube, ce qui nous fait 3 au carré moins 3 fois 5 au cube moins 5 au carré, ce qui fait 600. Il y a 600 nombres qui sont premiers avec 1125, modulo 1125. Donc il y a 1600 inversibles dans z sur 1125z. Une toute petite propriété pour terminer, qui est assez intéressante en fait, mais un peu difficile à comprendre, hein, c'est pas grave. Vous pouvez retenir simplement la propriété ou essayer de comprendre aussi, mettez sur pause si jamais, parce que je vais aller dans le détail, mais il y aura de nouveau un petit passage un peu compliqué. Alors phi de n, si on prend sa formule, c'est n fois produit sur tous les premiers, qui divise n de 1 moins 1 sur p. Alors 1 moins 1 sur p, ben on peut le réécrire comme 1 plus mu p de 1 fois 1 sur p. Alors pourquoi? Parce que mu p pour n'importe quel premier vaut moins 1.
Donc ce moins 1, je le remplace par ça. Et si on regarde bien, cette chose-là, c'est exactement ce qu'on avait avec la fonction des diviseurs tout à l'heure, hein, le pas difficile. Quand on essaye de faire le produit de ces choses-là, quand on développe ceci, ben on obtient le produit sur tous les diviseurs de n de mu de d fois 1 sur d. Tous les diviseurs sans facteur carré en fait, mais s'il y a un facteur carré, ben il est nul, donc il n'apparaît pas. Donc le passage de là à là, c'est comme pour le développement du binôme de la formule du binôme de Newton, ça fonctionne, on obtient ça. Maintenant le n, je vais le rentrer à l'intérieur de la somme et écrire somme sur d divise n de mu de d fois n sur d. Donc phi de n peut s'écrire comme ça, peut se calculer avec cette formule-là qui marche aussi. Donc phi, en fait, si on regarde bien, c'est la convolée de mu et de l'application qui à n fait correspondre n. Mais ça veut dire aussi, par inversion, par l'inversion de la transformation de Möbius, que n, c'est la convolée de phi avec 1 en n. Donc simplement que la somme sur tous les diviseurs de n de phi de d, c'est n. Donc par exemple, phi de 6, plus, si on regarde, pardon, n égale 6, n a les diviseurs 1, 2, 3, 6, alors phi de 1 plus phi de 2 plus phi de 3 plus phi de 6, ça devrait être égal à 6. Est-ce que c'est le cas? Phi de 1, ça fait 1, phi de 2, ça fait 1, phi de 3, ça fait 2, phi de 6, ça fait 2. Oui, 1 plus 1 plus 2 plus 2, ça fait bien 6. Et si vous pouvez tester avec n'importe quel nombre, ce sera toujours vrai. Alors, prochaine fois, nous verrons une application de cette fonction torsion de l'air, très jolie application que vous utilisez tous les jours sans le savoir. À bientôt.